Première grosse soirée de play-off de National League, place au quart de finale. Ça y est, c'est parti. Toutes les séries sont lancées. On va revenir sur cette soirée folle en émotion avec nos invités, avec Jérôme Bonnet, avec Gary Sheehan, avec Stéphane Rochette, bien sûr. On va parler d'arbitrage, on va parler de but, on va parler de gardien, on va parler de poteau, on va parler de retournement de situation. Bref, tous les ingrédients, évidemment, qui nous donnent ce petit parfum de play-off. Et on va commencer, si vous le voulez bien, messieurs, avec la série entre Rapperswil et Davos. C'est parti pour cette série Rapperswil-Davos. On annonce, nous, à la rédaction, un score très serré. En tout cas, les fans du côté de Rappi sont bien présents dans toutes les patinoires. On a fait le plein, Nifeler est là, et en face, qui d'autre que Sandro Eschliman, le meilleur portier au niveau statistique de la saison régulière. Mais les fans de Davos ont également fait le déplacement. Première période, un seul but, 10e minute de jeu. Et c'est Jérôme Enzo Corvi qui va marquer. On profite d'un, de deux, de trois rebonds favorables. Une cage ouverte, il ne la manque pas, c'est 1-0. C'est un tir rapide depuis la ligne bleue. Il y a le rebond qui est ouvert. En bulle premier sur le premier puck libre. Corvi qui est sur le deuxième poteau. Le puck lui arrive dessus. Et ça finit au fond. Et Profico qui manque un peu de lucidité à un moment ou d'une fraction de seconde pour pouvoir dégager justement cette rondelle. C'est 1-0 pour Davos après 20 minutes de jeu. On se dit voilà, c'est ça, c'est l'expérience des playoffs de Davos. Mais surtout, on vous dit, il ne faut pas avoir de mémoire en play-off. Il faut savoir oublier au fur et à mesure. Et puis nous, il faut surtout savoir tenir notre langue parce que regardez ce qui va se passer en deuxième période. Ça va être un véritable monologue de la part de Rappi avec un revirement et cette réussite signée Vetter. Et là, Gary, j'ai envie de dire, on paye cash les erreurs du côté de Davos. C'est clair, la zone neutre, c'est là que ça se joue. Et puis, c'est un puck qui doit aller derrière les défenseurs de Rapperswil. Et au contraire, c'est stopper la ligne bleue et transition rapide. Et Vetter ne se pose pas de questions. Côté du bâton, le gardien de but, c'est son point faible en plus. C'est souvent le point faible des gardiens de but, à la hauteur entre le genou et la cheville. Et puis, c'est un... On est à la mi-match, 31e minute de jeu. C'est Albrecht, 2-1, qui va pouvoir marquer cette réussite. But marqué dans le slot et surtout un but qui échappe, on va dire, ou un puck qui échappe à Sandro Eschliman. Il ne montre pas forcément, on va dire, les mêmes qualités peut-être que lors de la saison régulière. En tout cas, pas sur ce coup-ci. Peut-être pas les mêmes qualités. Néanmoins, là, défensivement, ils ont laissé énormément d'espace quand même à Rapperswil pour préparer leur jeu. Un shoot dans le slot, c'est toujours compliqué pour un gardien. On l'a vu, là, un rebond accordé par Eschliman. Un puck qui se prend un petit peu au-dessus de l'épaule, Steph. On parle souvent, hein, short side, dessus de l'épaule, la position reverse VH. Bon, là, il y a un déplacement qui se fait. Donc, à sa décharge, c'est difficile de revenir sur le poteau, mais combien de fois on l'a dit cette année, hein? Et dans un angle très fermé au-dessus de l'épaule du gardien. Un autre exemple. Oui, 3-1 pour Rapperswil. Le scénario complètement inversé. On se rend en troisième période. Et c'est Vetter qui va marquer son deuxième but de la soirée, le 4-1. Un but importantissime. On a entendu le ping du poteau, me semble. C'est tout un shoot, hein, Vetter. Regardez, là, il rentre au milieu. Il y a un bon pic, là. Regardez l'attaquant de Rapperswil, le F2, qui rentre. Regardez, il fait reculer le défenseur. C'est ce qui lui permet de libérer un peu la ligne de shoot pour Vetter, mais le tir est parfait. Et grande saison de Vetter aussi. Il y a pas mal de révélations du côté de Rapperswil, mais efficacité pour ce joueur, véritablement. On connaissait peut-être un peu moins au niveau du shoot, mais... Là, le shoot est absolument extraordinaire. Et même sur la première réussite qu'il a eue, il y a quelque chose d'assez subtil qu'il a fait, c'est qu'il n'a jamais vendu le tir aussi, où il avait les yeux rivés sur son coéquipier pour la passe, et il tire quand même deuxième poteau. Donc il y a des petits signes de vrais buteurs. C'est Charvenka peut-être qui lui a appris ça. Et vous l'avez vu, Etinet du côté de Davos. Il reste 6 minutes à jouer. On tourne le tout pour le tout. On n'a rien à perdre, hein, Gary, on est bien d'accord. Et là, du coup, 4-2. C'est tel un baseballer, Bromé, qui peut aller marquer. Au vol, exactement. Regardez, là. Je pense, l'allure que le match allait, je pense que c'était une tentative de leur va-tout. Et puis, ça les a complètement remis dans le match. Puis, peut-être un petit peu déstabilisé Rappi, qui était peut-être plus en mode de défense après. Et ça a fait une fin de match assez serrée. On a vu le bras de l'arbitre levé, avec une pénalité différée. Et Egli qui va aller marquer. En power play pour Bromé, pardon, je peux un petit peu d'avance. Non, c'est bien Egli, oui, bien sûr. Pour le 4-3, 56e minute de jeu. Davos qui revient parfaitement, Stéphane, dans la partie.
Le jeu, la passe de Bromé était très maligne parce qu'elle est dosée, parce qu'il sait que son coéquipier va arriver avec beaucoup de vitesse. Donc, s'il lui met une bombe dans les patins ou un puck trop fort, il sera obligé de faire un contrôle. Et là, il la met dosée, et puis le Egli arrive avec... Il met toute la gomme, là. Il met tous ses 65 kilos derrière ce tir-là. Donc, c'est pas un gros bonhomme, mais son tir est vraiment puissant, précis. Et là, on a vu des buts très spectaculaires jusqu'à maintenant. Ouais, et il reste 2 minutes à jouer et Davos qui va même toucher du poteau. Regardez quand les dieux du hockey choisissent leur camp. Hein. Franchement, Jérôme. Et là, Rapperswil qui s'en sort plutôt bien, c'est Barandoun qui a touché du poteau. Ça se joue à rien, ils avaient fait les choses justes. Là, il y a un screen qui arrive en plus devant le gardien. Du coup, il a de la peine à voir le puck arriver. Finalement, heureusement pour lui, ça finit sur le poteau. Ouais, 4-3, Rapperswil qui s'en sort, qui remporte le premier point, qui garde l'avantage de la glace. Et on va écouter Nathan Vuardou à l'interview. Nathan Vuardou, l'acte 1, vous le remportez à la maison, vous lancez parfaitement cette série. Ouais, je pense que ça a été un match, on savait que ça allait être difficile dès le début. Après, on a mis l'intensité, on a vu que ça a été un match à émotion jusqu'au bout. Puis au final, on remporte la victoire, puis c'est ce qui compte, là, on part bien. On se disait que vous aviez fait le plus dur, vous meniez 4-1 à 6 minutes de la fin. Tout d'un coup, il y a ces 2 buts de Davos, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, écoute, c'est un match de play-off, on sait que ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Ils sont venus fort, on savait qu'il fallait qu'on lâche rien. Puis après, les fans, ils nous ont tenus en haleine, puis c'était incroyable. Merci beaucoup, Nathan. Le premier point donc pour Rapperswil dans cette série. Et on va passer à la série qui nous passionne en Suisse romande, la série entre Fribourg-Gotteron et le Lausanne Hockey Club, avec beaucoup d'interrogations, bien sûr. Quel allait être l'état, on va dire, de forme de Fribourg-Gotteron qui n'avait pas joué depuis 15 jours. Lausanne, on le savait, sortait des pré-playoffs face à Ambry. Bolshauser dans la cage, on l'attendait en numéro 1. Là, il n'y avait pas de doute. Reto Berra, bien sûr. Et puis un tifo, de l'ambiance, une BCF Arena qui une nouvelle fois a fait le plein. Et surtout Lausanne qui est mieux rentré dans la partie, qui va se créer une de ses plus grandes chances finalement, Gary, quasiment de toute la partie. Oui, en effet, leur début de match était très bien fait, mais je pense qu'ils n'ont pas saisi les occasions. Comme ici, ils se sont compliqués un peu la vie sur la finition, mais il y a eu peu de chance du côté de Fribourg. Et puis tout d'un coup, si Lausanne avait arrivé à mettre le premier but, peut-être aurait changé la donne un peu du match. Il y a eu un autre fait après dans le match qu'on va voir après, mais là, ici, si on trouve le fond du filet, je pense que ça réveille peut-être Fribourg qui était un petit peu rouillé en début de match, de la pause de 10 jours, à mon avis. Ouais, et le but qui va faire mal. Regardez, en supériorité numérique, Kylian Motet, qui a une seconde chance, un patin lausannois qui lui remet finalement ce puck. Bolshauser, lui, a anticipé la passe. Et Kylian Motet ne manque pas l'aubaine 1-0. Non, ça va très vite. Kylian Motet qui veut remettre ce puck au deuxième poteau et ça se joue à même pas 1 mètre de lui où le puck lui revient directement sur la canne. Bolshauser n'a absolument aucune chance de se déplacer aussi rapidement. Tu sais que Fribourg a eu une chance, peut-être 2 chances de marquer au premier tir. Ça, c'en est une. Peut-être qu'il y a eu un tir de Motet à bout portant qui a raté la cage, mais Fribourg a fait preuve d'une grande efficacité au premier tir. On est en deuxième période, la qualité du jeu qui va baisser, véritablement un deuxième tiers un petit peu compliqué. Il ne se passait pas grand-chose jusqu'à la mi-match avec Genasi qui va aller toucher du poteau dans des actions du côté de Lausanne où... Oui, c'est ce tir, Gary, qui va toucher le poteau, mais c'est brouillon du côté de Lausanne où on se complique trop la tâche, où parfois on fait le mauvais choix, on va dire, offensif. Oui, je pense que ce soir, là, dans cette phase de jeu-là, Genasi ne se pose pas de questions, il tire. Il prend la réception, il tire. Fribourg ont bloqué beaucoup de tirs ce soir, celui-là pas, mais il a un peu de chance avec la latte. Mais ils n'ont pas toujours été dans cet état d'esprit-là. On a plutôt cherché la passe de plus que le tir de plus, et à la fin, on n'a pas marqué. Et on a payé cash ses erreurs, Jérôme. On le voit à la ligne bleue, là. On est en supériorité numérique. Du côté de Lausanne, magnifique réussite de Bikoff, qui a été un des grands bonhommes. Allez, tiens, on va souligner le positif. Bikoff, l'homme du match pour toi? Complètement. Bikoff qui a été rayonnant durant ce match, qui a apporté de l'offensive à 5 contre 5, et là qui se régale à partir à 4 contre 5, loger ce puck dans la lucarne. Et ça allume la patinoire et ça les met un peu en sécurité. Oui, on reste sur ce score donc de 2-0 et on va arriver à l'action la plus litigieuse véritablement de cette soirée. Lausanne qui va marquer, un but qui va être refusé, annulé. Il y a un coup de sifflet, on vient de voir le bras de l'arbitre se lever. Alors on s'est dit, il a annulé la réussite parce que la cage a été déplacée, mais non, il va siffler 2 minutes de punition contre un Lausannois pour obstruction. Et évidemment,
Voilà, sur ces images, on a mis un petit moment à comprendre. Hein. On a regardé un peu le ralenti, on a regardé ça. Et Stéphane, d'abord, premièrement, il n'aurait pas pu annuler ce but parce que le tir, tu es déjà parti au moment où la cage se déplace. Alors, la cage est déplacée par le gardien de but, donc un joueur à la défense. Et si le tir est déjà armé au moment que la cage se déplace et puis que le tir est cadré à l'évaluation de l'arbitre, même si la cage est déplacée au moment où le puck traverse la ligne, vous donnez le but parce que le but a été déplacé par la faute de l'équipe à la défense. Donc, s'il n'y a pas de pénalité, c'est un bon but indiscutable. Okay? Mais l'arbitre avait déjà sifflé justement pour pénalité. Et Stéphane, tu vas nous montrer. Bien, il nous a inventé, honnêtement, il nous a inventé une pénalité. Celle-là, on en a parlé, mais pour moi, c'est incompréhensible. Les arbitres qui étaient un peu à l'envers du cours du jeu ce soir, il faut le dire, là, qui ont surjoué en première période, qui ont surréagi. On va regarder ça. Regardez ici, là, il y a la contre-attaque, elle est partie. Le litige est ici. Vous avez Desharnais qui dit « Moi, je ne veux pas me faire battre par Millet » qui s'en va à la cage. Et là, il y a une lutte entre les deux hommes pour la position off. Donc, Millet veut aller supporter l'attaque, Desharnais veut l'empêcher. Donc là, il y a une lutte. Regardez, Millet va se servir de sa main libre un petit peu, Desharnais met sa canne et sa main aussi. Donc ça, c'est de bon augure, c'est du bon hockey. Les deux joueurs se battent pour une position dominante. Et regardez là, à ce moment-là, arrivé à la ligne bleue, Desharnais est très malin, il va couper la route à Millet pour l'empêcher de progresser. Donc là, s'il y a une pénalité sur cette séquence-là, c'est clairement Desharnais qui doit être pénalisé pour obstruction. Donc, si on veut donner une pénalité pour Desharnais, l'arbitre doit lever le bras. Mais comme Fribourg ne touche pas au puck, ben, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Donc, si on donne une pénalité, c'est contre Desharnais. Regardez, c'est très, très limite. Regardez, Desharnais continue sa route à l'encontre de Millet tout du long. Regardez, il est en appui sur Millet. Il l'empêche d'aller vers la cage. Et non seulement il l'empêche d'aller vers la cage, mais il tient sa canne sur la fin de l'action. Regardez là. Il tient sa canne. Regardez, à deux mains. Donc, pour moi, si l'arbitre cherche une pénalité, on va revenir en arrière. Et ce qui me dérange, c'est que c'est le R1, en plus, qui siffle cette pénalité-là. Il doit pas avoir les yeux. Le boulot sur cette situation-là, le travail, c'est le R2 qui doit regarder cette situation-là. Les back-checking, les joueurs qui viennent en deuxième vague, c'est la responsabilité du R2. Mais là, l'arbitre, il regarde en haut. Puis là, il vient de nous inventer une pénalité contre... Je ne sais pas dans quel monde il a inventé une pénalité contre Millet. Regardez. C'est clairement Desharnais qui bouscule son adversaire. Et voilà. Donc, si tu siffles une pénalité, c'est contre Desharnais. Mais moi, honnêtement, sur une situation comme ça, je dirais qu'il n'y a pas de pénalité. Desharnais fait un bon jeu. Il y a une lutte pour la position. Il va contre lui. C'est le genre de truc qui n'a pas d'impact dans le jeu. Et pour moi, tu laisses jouer. Il n'y a aucune... Je comprends pas. Les gars, je vous laisse aller avec ça parce qu'on en a assez parlé. Mm-hmm. Ce qui est interpellant aussi, c'est qu'il n'y a pas de coup de sifflet. Parce que finalement, il donne la punition à la fin de l'action. S'il donne la punition finalement au début de l'action, il voit cette interférence. Au tout début, c'est quand même Millet qui est dans le chemin à Desharnais, puis Desharnais essaie de passer devant. Fait que ça devient tiré par les cheveux. Et ça n'a aucune incidence sur le jeu. Et en play-off, tu ne peux pas siffler ça. Messieurs, il y a Jean-Philippe Pressalmegar qui a commenté justement cette rencontre, qui nous a donné l'information. Apparemment, l'arbitre se serait excusé auprès de John Foust après la rencontre. Une belle jambe. Ah, ça fait une belle jambe, parce que là, c'est 2-1, on a mi-match. Voilà, ça me fait penser au but que Lausanne a marqué, le but gagnant dans la série contre Ambry lors du deuxième match de ce catch. L'engagement aurait dû être précédent, le but aurait dû être en zone neutre alors qu'il était en zone de défense. Il y a eu le but de ce catch et le chef des arbitres a écrit un mail où s'est excusé officiellement auprès d'Ambry, mais Lausanne a gagné le match. Et puis, ça leur fait une belle jambe, encore une fois. Donc, honnêtement, c'est une grosse erreur de jugement. Les arbitres ont surréagi au premier tiers, ont inventé 2-3 pénalités qui n'avaient pas rapport des deux côtés. Hein. Mm-hmm. Après, on donne une pénalité contre Diaz, qui n'y avait pas non plus tout de suite après. Donc, c'est pas contre une équipe ou l'autre. Mais les arbitres ont manqué carrément de feeling. Et ces deux arbitres-là, je le répète, ont arbitré le premier match de la série, Lausanne-Ambry. Pas terrible. Ils ont arbitré le deuxième match à Lugano contre Genève. Encore moins terrible. Et ce soir, ils étaient à côté de leur patin. Je suis désolé, il y a un manque de feeling évident de ce duo-là. Si je peux ramener un mini point positif quand même dans cette situation, moi j'apprécie quand même le fait qu'ils aient s'excusé. Il y a une part d'humilité que pas tous les arbitres ont. Et j'ai quand même du respect pour les arbitres qui font. Je pense qu'il y a quelqu'un... Oui, faute avouée, on va t'y pardonner, mais tu peux rien dire. Quand le gars vient s'excuser, tu lui dis, bon, ben là, tu ne me refais plus ça, s'il te plaît. Voilà. Mais là, moi, je peux vous dire que les arbitres n'ont pas les images au vestiaire. Ils n'ont pas de tablette comme nous, etc., à moins que leur copine filme dans l'écran de télé et dit, ben, voilà ce que Rochette a dit. Ou que Rochette envoie des images au vestiaire, mais ce n'est pas le cas. Et là, c'est clairement un superviseur qui est descendu leur dire, les gars, oh, là, ça ne va pas.
Et là, il y aura... Mais mea culpa. Écoutez, c'est 2-1, ça ne veut pas dire que ça change... Ça change la dynamique du match. Ça ne veut pas dire que Lausanne gagne. Mais honnêtement, ça ne peut pas arriver dans un match aussi important. Il n'y a pas de raison de siffler ça. Il n'y a plus de buts qui seront marqués, car Fribourg a bien cadenassé en troisième période, a livré certainement justement sa meilleure prestation, en tout cas le meilleur tiers sur cette rencontre. Victoire de Fribourg 2-0 qui engrange un premier point. On va écouter le meilleur joueur apparemment sur la glace, en tout cas c'est l'avis de Jérôme Bonnet. On va écouter André Bikoff à l'interview. André Bikoff, victoire dans cet acte 1. Il y avait des questions sur le rythme de la compétition. Fribourg a été, après une longue pause, de retour dans cette compétition directement en play-off. Comment vous avez géré ce retour à la compétition, justement? C'est vrai qu'on s'est un petit peu cherché les premières minutes. Je pense qu'on s'est un peu regardé avec Lausanne. On a eu un petit round d'observation. Et finalement, ce but en powerplay nous fait vraiment du bien, nous met dans le match. Et voilà, ensuite on a été plus opportuniste que Lausanne ce soir. Et puis Reto a fait les arrêts quand il fallait. Il fait un blanchissage pour son entrée dans ses playoffs. Donc comme le public le scande actuellement, c'était en grande partie grâce à lui qu'on gagne ce soir. Une vraie victoire d'équipe dont vous avez réussi à participer. Retrouver le chemin du filet, ça vous fait plaisir, j'imagine? Oui, effectivement, ça fait plaisir. J'ai pris ma chance, j'ai tiré. Et puis ben voilà, des fois ça rentre, c'est cool. Merci, bonne soirée. Voilà pour cette réaction d'André Bikoff. Après cette victoire de Fribourg-Gotteron, on va donner la parole maintenant aux vaincus. On va écouter Aurélien Marty. Aurélien Marty, défaite dans ce premier acte. Quel a été le point tournant dans cette partie? Je pense que notre powerplay n'a pas été efficace ce soir. Pourtant, on a eu des occasions. Et puis voilà, à 5 contre 5, on voit qu'on gère le match, on se crée des occasions. Voilà, Reto... on sait que c'est un bon gardien, il faut mettre du trafic, il faut avoir des bons shoots pour le battre. Donc voilà, je pense que ce soir, c'est ce qui a joué en notre défaveur. Et la concrétisation de l'LHC pose parfois problème. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce déclic se produise? Je pense qu'avec un goal, ça nous met dans le match. Voilà, on sait que c'était compliqué un peu toute la saison de concrétiser, mais voilà. Il faut travailler, c'est une longue série, je veux dire, c'est best of 7, c'est le premier match à la maison. Voilà, maintenant à nous de répondre dimanche. Merci Aurélien, bonne soirée. Dernier retour sur ce match, on a parlé du 5 contre 5 à 5 contre 5, Gary. Quelle a été la meilleure équipe finalement ce soir? Avec ou sans la rondelle? Parce que, dans quelle zone aussi? Sincèrement, avec la rondelle, je pense que Lausanne a fait beaucoup de jeux, a tenté beaucoup de choses, a pris des mauvaises décisions. Mais sans la rondelle, dans le jeu défensif, j'ai trouvé Fribourg à son affaire. Surtout en troisième période. Ils sont allés crescendo, Fribourg, honnêtement. En troisième période, ils ont très bien managé. Peu d'erreurs et puis peu d'occasions de marquer avec un rebond, une deuxième chance. Il y en a eu quelques-unes et puis Berra était là. Exact. Et puis Jérôme, un dernier point peut-être sur on va dire l'état de fraîcheur, l'état de forme ou le rythme. On a vu Lausanne plus en jambes sur la première partie du premier tiers, on va dire ça. Mais honnêtement, après, tu trouves qu'il y avait un avantage pour Lausanne d'avoir disputé ses pré-playoffs? On en a parlé, sur les 10 premières minutes, c'était clairement Lausanne qui avait le dessus. Et ensuite, on a quand même l'impression qu'ils se sont fait un petit peu endormir par le jeu de Fribourg en deuxième période, alors que ça aurait dû être le bon timing pour eux pour aller chercher quelque chose. Et voilà, on va donner du crédit effectivement à Berra, qui est un gardien qui fait paraître les choses simples aussi. Mais encore une fois, on revient sur ces petites prises de décision qui peuvent changer beaucoup de choses en zone offensive pour Lausanne. Ouais. Allez messieurs, on va changer de série si vous le voulez bien. Là aussi, gros choc physique, très certainement entre le champion de Suisse en titre, Zug, qui reçoit Lugano, qui s'est extirpé, lui aussi, comme à l'image de Lausanne, des pré-playoffs. Et surtout le retour de Müller en défense, l'un des meilleurs défenseurs défensifs de notre championnat. Schlegel est bien là, de l'ambiance, des tifos et Mister Giannoni. Pourquoi on l'appelle Mister Giannoni? C'est Mister Playoff. Leonardo Giannoni, il faut quand même se rappeler ces 6 titres de champion de Suisse avec 3 équipes différentes, excusez du peu. Grégory Hoffmann, il ne va pas être en réussite sur les 20 premières minutes de jeu. Regardez ce tir qui va toucher l'équerre des buts de Schlegel. Grégory Hoffmann qui va taper 2 fois du poteau Gary dans ses 20 premières minutes de jeu. Mais est-ce que Grégory Hoffmann, il n'a pas peut-être le meilleur shoot de notre championnat quand même?
Ouais, je pense que c'est lui qui a une des relis. Il relâche son tir tellement rapidement que des fois, tu n'as pas l'impression de savoir si elle va rester basse ou haute. Et c'est pour ça que son transfert de poids ou sa technique pour le faire, elle est très, très bien faite et cachée. Et là, on voit encore une fois, il vise le haut du filet. Et puis, s'il a un peu de temps, un peu d'espace, il arrive à mettre toute la moutarde qu'il peut. Et c'est vraiment un tir puissant. Puis c'est un tir qui n'est pas nécessairement puissant ou lourd, mais précis et rapide. Souvent, il réussit aussi, quand il est en mouvement, à tirer sans vraiment s'arrêter de patiner, sans faire de transfert de poids. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Non, pas tout le monde qui peut faire ça. Vetter l'a fait dans le match à Rapperswil, sur son premier but, d'ailleurs. C'est vous dire le compliment pour Vetter quand même et la comparaison. On va se rendre en deuxième période puisqu'on va retrouver justement Grégory Hoffman. On est à 5 contre 4. On sait, Jérôme, que c'est l'une des armes de cette équipe zougois. C'était déjà le cas la saison passée. Grégory Hoffman qui finalement choisit de revenir un peu dans l'axe du goal et qui peut tromper Schlegel. Schlegel masqué, il y a un bon screen quand même devant Ludertz. Alors, il n'est pas tout seul, effectivement. Il y a le screen, les joueurs jouent aussi pour lui et avec lui. Le puck circule vite et il change aussi de position lui-même. Il y a un jeu de pied qui va très vite. Il déclenche encore une fois, Gary le dit, a une rapidité ses shoots que ça en devient impossible pour les gardiens adverses. Et puis il essaye aussi quelque chose. Il va dans son bureau, il voit peut-être que la passe est trop, qu'il n'y a pas cette solution-là. C'est l'intelligence de jeu aussi, Gary, dans cette situation-là. Oui, tout à fait. Il arrive à se mettre pour avoir une ligne de tir. Parce que là, entre Riva et, je pense, l'attaquant défensif qui était là, c'est... je sais pas. Je peux pas t'aider, je l'ai pas vu. Ce joueur de centre, je ne sais plus c'est qui, Turcoff, je crois, Turcoff. Et on le laisse rentrer alors qu'il faudrait le faire jouer, mais on est pris hors position un petit peu. Et puis lui, il sent ça comme je veux dire, il a le sens du but et puis il voit cette ouverture. Il prend ce tir. Alors Turcoff et Riva peuvent s'en vouloir parce que je pense que si on reste stick on puck sur lui, il va prendre une autre option. Alors, on monte beaucoup Zoug. Et vous me direz Lugano dans cette rencontre, mais Lugano est là. Lugano se crée énormément d'occasions, même au niveau de la statistique des tirs. Lugano était devant et c'était souvent le cas pendant la saison. Et ce soir, encore une fois, face à Zoug. Et là, on se dit, Leonardo Giannoni fait le big save sur cette erreur d'appréciation de Schlumpf, Arcobello, Prince. Et on va voir que Prince, finalement, va toucher l'extérieur, Jérôme, de la cage. Oui, ça se joue à peu de choses. Tout est parfaitement exécuté. Seulement, ça se joue à 3 cm. Alors que Giannoni, essaye de revenir, mais il aurait été battu là-dessus. Oui, je pense aussi. On a parlé d'Abdelkader en début de soirée, si vous étiez avec nous. Abdelkader, il joue du côté de Lugano en ce moment. Gary, explique-nous ce but, parce que j'ai envie de dire, il y a quand même du talent là-dedans, il y a quand même du métier d'Abdelkader, parce qu'on se dit, il ne va jamais récupérer ce puck. Non, c'est clair. C'est quelqu'un que je pense qui a un peu ralenti. Normalement, il serait arrivé à 2 mains avec un revers là-dessus, mais là, il met sa canne dans l'espace libre en espérant qu'Alatalo a mis la rondelle là, mais avec l'angle sur la palette qu'il donne, il faut déjà jouer un peu au hockey pour connaître l'effet que ça peut donner, parce que ça peut aussi passer par-dessus la cage, il faut mettre la bonne angle, et il le fait très, très bien. Coordination des... Tu sais, dans toute la chance de jouer au baseball, puis coordination des yeux et des mains est excellente. Parce qu'il fait passer sa crosse derrière le Zougois. Il ne peut pas y arriver en patinant. Il est en retard. Alors, il doit trouver un moyen de mettre ta canne et c'est très bien joué. Pas mal du tout. Bon petit joueur. Un petit peu d'expérience aussi, pas mal. Il a marqué contre un but très important dans le match à Lugano. Et je rappelle, l'année passée, il jouait avec Zug, champion avec Zug. En 13 matchs, il a marqué 6 buts hier. On va se rendre en prolongation puisqu'évidemment Lugano va pousser donc Zug en prolongation, mais c'est bien les Zougois qui vont marquer 5e minute de jeu. On a vu Hoffman, on va retrouver qui? Dario Simeone, Herzog qui est derrière la cage, Santeller aussi, il y a du poids. Simeone qui arrive à mon avis à ce moment-là, Jérôme, et qui vient du banc, très certainement, et qui peut finalement tromper Schlegel pour le but de la victoire. Ouais, les Luganais qui étaient quand même très concentrés sur le bas de la zone. Il y avait 3 voire 4 blancs en dessous de la ligne des goals. Le puck, malheureusement pour eux, sort sur un joueur de Zug. Et là, effectivement, j'imagine qu'il vient du banc et il est complètement seul pour armer son tir et le mettre à la bonne place.
Côté du bâton, Ouais. entre la cheville et le genou. C'est difficile de regarder. Juste sous le bras, hein, juste sous le bras. On se dit, est-ce qu'il manque un peu son tir ou pas? Je pense que c'est le gardien qui dépasse le puck puis qui chope l'intérieur de son bloqueur puis elle revient parce que je suis pas sûr qu'elle est cadrée. Mais voilà, c'est des tirs compliqués. Évidemment, c'est facile à dire au ralenti comme ça. Là. Mais c'est un bon tir. Ouais, et Simeone quand même, un petit mot sur lui qui a connu une saison compliquée. Il a été blessé très longtemps. Rappelez-vous, il faisait partie des meilleurs buteurs. Je crois qu'il avait fini avec plus de 20 buts, me semble-t-il, la saison passée. Retour en forme, au bon moment, une arme supplémentaire, on va dire, pour Zug aussi. Ah ben ça, c'est clair, avec Hoffman puis Simeone, parce qu'oubliez pas que Zug a joué sans Simeone une grosse partie. Hoffman n'était pas là non plus jusqu'en janvier. Donc là, avec ces deux-là, ça refait la fameuse ligne avec Kovar. Là. Ça donne un petit peu plus de punch à l'attaque, disons. On va dire comme ça. Un peu plus, un petit peu. Peut faire tourner quelques têtes. Hein? Ouais. 24 buts en saison régulière la saison passée pour un certain Simeone, mais c'est bien Grégory Hoffman qu'on va écouter à l'interview. Grégory, ce soir, ça n'a pas été simple. Rentrer dans le rythme des playoffs, c'était une des choses les plus compliquées. Ouais, c'est toujours compliqué. On a eu 10 jours de pause. C'est clair qu'on s'est bien préparé, mais le rythme du match, tu l'as pas tout de suite. On a essayé de faire les bonnes choses. On n'a pas joué notre meilleur hockey, mais à la fin, on a trouvé la clé pour gagner et c'est ça qui compte dans les playoffs. On peut s'attendre à une série qui soit aussi tendue que ce soir, où on se répond coup pour coup? Absolument. Je crois que Lugano est une très bonne équipe. Ils l'ont prouvé dans ces pré-playoffs aussi contre Genève. Il faudra faire très attention. On va se concentrer sur notre jeu, notre système et essayer d'aller gagner maintenant à Lugano. Dernier tiers-temps, on a senti une Lugano qui avait vraiment pris les choses en main et c'était compliqué pour vous. Comment vous l'expliquez que Lugano venait aussi fort? Ils avaient du très bon rythme, difficile à expliquer. Puis ça ne me sert à rien d'expliquer. À la fin, on a trouvé la clé pour gagner. On a fait un bon forecheck sur le goal. Saint-Heller, Dario qui reçoit la passe et il la met typique comme il sait le faire. Merci bien. À bientôt. C'est pas comment, c'est combien. Voilà, ça marche aussi pour les playoffs. Les dernières séries qu'on va passer au crible, c'est le match entre Bienne et Zurich. C'était l'acte 2 dans cette série, il ne faut pas l'oublier. Bienne qui était allé s'imposer mercredi. La Tissot Arena qui a fait véritablement, et une nouvelle fois, le plein, beaucoup d'ambiance dans la cage. Et ça, c'est peut-être une demi-surprise, c'est Kovar. On continue de garder confiance en lui. Kivisto a rejoint la défensive zurichoise. Là, on parle des étrangers. C'est Kenville qui se retrouve surnuméraire, tout comme Garetro. À 5 contre 4 en deuxième période, puisque rien ne sera marqué lors des 20 premières minutes de jeu. C'est Denis Malgin. Gary, on vient de voir le power play de Zug avec Hoffman. Celui de Zurich, c'est du classique. D'accord, t'es le coach de Bienne, t'arrêtes pas, tu leur dis c'est comme ça que ça marche, mais ça fait kin à chaque fois. Non, c'est souvent par le mouvement de puck, la rapidité d'exécution. Souvent, c'est un dessin qui travaille, mais je veux dire, puis la façon de le contrer. Mais quand on le fait, puis on l'exécute, puis on crée une deuxième phase, il faut être à la bonne place et l'exécution est parfaite, c'est dur à arrêter. La passe est superbe de Gehring pour Hollenstein qui vise le casque de Chikin, mais qui profite de son rebond, Jérôme. Et c'est déjà 2-0 pour Zurich dans cette deuxième période. Une action rapide, là, le défenseur de Bienne qui se fait complètement avoir, qui allait chercher Hollenstein contre la bande alors que lui se décalait sur le centre de la glace. Premier tir pour l'assommer un petit coup et derrière il le contourne pour le mettre dedans. C'est un petit but de deuxième période. À mon avis, il y a un changement un peu alors, il y a eu, hasardeux, je pense. Là, ouais. Puis en plus, à 4 contre 4, ça donne encore plus d'espace. Donc évidemment, ça fait coup doux. Bienne qui est en supériorité numérique. Mais cette fois-ci, contrairement à l'acte 1, c'est Zurich qui va marquer le troisième. Et ce but-là, quand on s'appelle les ZSC Lions, qu'on est à l'extérieur, qu'on est mené 1-0 dans la série, Gary, le match, il doit être fini à ce moment. C'est clair. Puis surtout que c'est ce qui est arrivé dans le premier match à eux. Alors, et puis, ils n'ont jamais pu s'en relever. Et là, c'est Bienne qui ne devrait pas se relever de ça. Mais finalement, comme j'ai mentionné auparavant, j'ai pas l'impression qu'on est aussi bien dans ses patins que l'équipe de Bienne qui s'accroche, qui est mort jusqu'à la fin pour créer cette victoire. Ouais, 3-0. On se dit que les carottes sont cuites, mais le but de l'espoir, il va tomber sur le bâton de Künzle. Künzle qui va pouvoir marquer, qui déjà, j'ai envie de dire, il peut garder sa canne libre quand même assez facilement dans le camp zurichois. Il va marquer un but qui n'est pas terrible pour le gardien, mais ô combien important pour son équipe.
C'est clair, c'est un but de fin de période, c'est un but, je ne veux pas dire à l'envers du jeu parce qu'on n'a pas suivi tout le match, mais c'est 3-0. On doit aller au vestiaire à 3-0 puis avoir 20 minutes à jouer et on égalise la série, mais au contraire, c'est maintenant 2-0. Kinsley, 3 buts déjà en 2 matchs pour lui. Très important et très prolifique. On va se rendre en 3e période, Jérôme. Et là, incroyable, Bien va revenir dans cette partie avec un gros travail dans la zone. On voit un gros forechecking, on récupère des pucks. On va voir le côté positif, c'est-à-dire le côté de Bien et puis le côté de Zurich qui n'arrive pas à se dégager. Mais c'est Linen qui peut marquer. Non, c'est ça, Gary l'expliquait avant qu'il y avait à 3 reprises la possibilité de sortir ce puck. Ça ne s'est jamais fait. Et encore, les choix du porteur du puck à chaque fois de Bien qui sont toujours intelligents. On s'en débarrasse jamais. Et là, ça finit sur la canne à Salinen qui prend sa chance en entrant dans ce slot. On tente le tout pour le tout du côté de Bien. On va travailler dans les bandes. Et finalement, ce puck qui revient sur Offert. Et un peu chanceusement, c'est Guérin qui tombe sur Kovar. Et bref, ce puck qui finit au fond. D'ici quelques instants, on verra la réussite en prolongation. Steph, Kovar. Ben, écoutez, là, le coach de Zurich, honnêtement, là, il va être critiqué pour ses choix. Il a choisi de... Évidemment, on ne peut pas mettre la faute sur Kovar, c'est trop simple. Regardez le cross-check. Regardez à droite de votre écran, là, regardez le cross-check de Marty contre Kinsley. Très méchant. Il y a eu 2 minutes de pénalité, mais je pense que ça sera revu. Ça méritait au moins 5. Voilà, donc sur un but, c'est toujours difficile pour les arbitres. Il y a eu 2 minutes pour obstruction, mais je pense qu'elle sera revue. Peut-être qu'il y aura une petite enquête sur le très gentil Christian Marty. Mais c'était quoi la question déjà? Non, tu parlais des choix, justement, parce que là, il a remis Kovar dans la cage, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Kovar lui fait gagner le match, honnêtement? Non, puis même, je pense, sur le but de Kinsley, il a été un peu faible, sa jambière n'était pas sur la glace. Il a été correct sans plus, on ne peut pas trop le blâmer, mais là, Grönborg, l'entraîneur va être critiqué parce qu'il aurait pu mettre Weber devant la cage, devant le but, ce qui lui donne la possibilité de mettre un étranger de plus, d'intégrer peut-être Garrett Rowe. Au lieu de ça, il laisse Kovar devant la cage, il met un défenseur finlandais qui a joué que quelques matchs dans notre championnat. Il veut plus être meilleur en défense parce que c'est sa défense qui a coûté le premier match, on s'entend. Et là, en restant Kovar, en mettant le défenseur finlandais, il est obligé d'enlever Kenville devant. Donc là, évidemment, nous, on est assis ici, puis on fait des théories, puis on a le résultat du match, c'est tellement facile. Sauf qu'on en avait parlé, nous, avant le match. Moi, je pense que là, il va y aller avec Ludo Weber. Il doit changer quelque chose. Il doit intégrer Garrett Rowe, laisser Kenville là. Gary, tu disais, toi, que tu avais l'impression que Weber était peut-être pas avait pas beaucoup joué, que c'était peut-être pas une bonne solution. Bien, je pense que la preuve, le match est fini maintenant, c'est facile, mais c'est 3-0. Il a mis un défenseur étranger. Ça semblait être bien parti par rapport à ce qui était arrivé le match précédent. Maintenant, tout a foiré. Maintenant, il doit revoir sa copie. Je pense qu'il va devoir revenir avec ses 4 étrangers devant et puis son défenseur Noro, parce que le Finlandais, c'est lui en but de prolongation qui ne peut pas sauver la situation non plus. Il essaie de couper la passe avec sa canne par terre, mais je veux dire, c'est un 2 contre 1, c'est un peu léger. Et puis là, mais demander maintenant à Weber de venir sauver la situation, c'est beaucoup. Pour un gars qu'on a mis de côté un peu avec l'arrivée d'un étranger dans le but en cours de saison. Pour quelle raison exactement, je ne sais pas, mais pour s'assurer peut-être quelque chose. Mais maintenant, oui, il va être beaucoup critiqué, mais je pense que Zurich n'est pas... a trop de pression, il ne joue pas en équipe. Encore une fois, on pourrait revoir le but. Le gars qui veut bloquer le tir, il se fait petit pour bloquer le tir. Regarde les gars de Gauthieron ce soir bloquer les tirs, ils se sont fait gros. Et puis, on paye le prix. Et là, je pense qu'on ne paye pas assez le prix. On va voir ce but en prolongation, messieurs, qui donne la victoire finalement à Bien. Bien qui aura un 5 contre 4, qui ne pourra pas en profiter. Il faut se rappeler quand même, Jérôme, aussi, que c'est Bodenman qui va d'abord toucher du poteau, qui ne peut pas prendre le rebond. Et sur le contre, c'est bien joué à part ça, le contre. Ça se joue au millimètre. Et effectivement, là, les Zurichois étaient tous partis à l'assaut, alors que le puck, après ce rebond, est parti de l'autre côté. Il y a un mauvais changement, ou bien parce que Noro, il est à droite de votre écran en haut, le collé sur la bande. Je pense qu'ils sont venus à 4 dans l'attaque. Puis Noro est tombé en zone neutre et le défenseur finlandais qui est là, Koivisto, a passé le puck 2 fois là, à travers les patins et la canne. C'est quand même fou. Tu frappes un poteau puis tu donnes un 2 contre 1. T'es en prolongation, t'es en play-off, t'es supposément une des meilleures équipes structurées de la Ligue. Honnêtement, ça sent bon pour Bien. Moi, j'étais au match mercredi à Zurich.
Tu sentais qu'on a profité de chaque occasion, chaque erreur de Zurich qu'on a capitalisé. On marque 2 buts en 5 contre 4 alors que Zurich n'a pas été terrible. On marque le but parce que des fois, l'autre équipe peut mal jouer, mais si tu ne marques pas des buts derrière, tu te fais cadeau. Et chaque fois, ils ont fait payer le prix. Et cette équipe-là, malgré le fait qu'on joue avec Elvis Schleffer comme 3e joueur de centre, Kunti n'est pas là, Brunner n'est pas là. C'est quand même deux artistes, on s'entend. J'ai rien contre Schleffer, mais c'est pas un 3e joueur de centre dans ce là pour l'instant. Normalement, c'est un gars de 4. Et là, mais malgré cet alignement un peu avec des trous, ben on fait quelque chose de bien et ça sent bon pour Bienne. On voit dans leurs patins, ils sont mieux. Puis, je veux dire, Bienne, ce soir, il y a un gars ou deux. En tout cas, Gaétan Haas, ce soir, peut avoir 3 buts faciles. Il a 10 occasions. Il n'y a pas un goal. Mais jamais dans son attitude, dans son langage du corps, tu as vu un gars déçu, tu as vu un gars mécontent dans sa perte. C'était le cas durant la saison. Peut-être. Mais tandis de l'autre côté, des fois, quand tu vois une équipe qui ne score pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent au plafond. Mais là, il n'y a personne qui regarde au plafond. Puis ils crochent, puis ils vont chercher. Alors, c'est pas fini, parce que c'est jamais fini, mais ils se sont mis dans la bonne position. On va écouter, si vous voulez bien, une réaction justement du côté de Bienne pour voir si ça corrobore finalement vos propos. On va écouter Robin Grossman. Robin Grossman, pour beaucoup, ce match était perdu d'avance. Expliquez-nous où le HC Bienne a trouvé l'énergie pour aller le gagner. Oui, le premier tir était un peu serré. Et après, on a fait beaucoup des erreurs. Au deuxième tiers, ils ont marqué au power play, ils ont marqué 4 contre 4. On a fait un changement très très mal. Oui, on a pris beaucoup d'espoir aujourd'hui de gagner ce match. Ça fait 2-0 dans la série maintenant. Qu'est-ce que Bienne fait mieux que Zurich pour l'instant? On a marqué un goal de plus au moment. Oui, c'est une série très serrée. Ils ont des super bons joueurs avec Malgin, Andrighetto. Oui, ils sont toujours dangereux. Oui, c'est 2 matchs maintenant, mais la série est très très longue. Merci, bonne suite. Merci. Bien, Jérôme, c'est pas la série des gardiens. 9 buts sur le premier match, 7 buts sur le deuxième. C'est quand même assez rare, non, en play-off? Oui, c'est assez rare. Ça a été... Bien sûr, on peut revenir beaucoup sur les gardiens, mais finalement, moi j'ai l'impression que d'un côté, pour l'instant, il joue sur les compétences, et de l'autre, il joue avec l'attitude. Et pour l'instant, c'est l'attitude qui gagne. C'est rigolo parce que les 2 gardiens qui s'affrontent, ils jouaient ensemble au début de la saison dans la même équipe de KHL. Automobiliste Ekaterinbourg. Oui, exactement. Les 2 gars se retrouvent. C'est sympa comme histoire, quand même. Ah oui. La probabilité que les gars quittent leur championnat et se retrouvent en Suisse, dans le play-off, un contre l'autre, les 2 dans la cage. Jolie histoire. Particulier, oui. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a un qui est plus ravi que l'autre en ce moment. Oui. Difficile de savoir lequel des deux. Messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée. C'était la première grosse soirée, évidemment, de play-off de National League, avec le succès de Zoug, qui marque donc un premier point, tout comme Fribourg-Gotteron, tout comme Rapperswil. Et Bienne, qui fait déjà le break 2-0 face aux CDC Lions et qui crée peut-être, pour l'instant en tout cas, la surprise véritablement de ces quarts de finale. Zurich-Bienne, ça sera du reste notre match studio. Rendez-vous dimanche soir. On va remercier à nos invités. Merci Jérôme Bonnet, merci à Gary Chian, à Stéphane. Oui. Rendez-vous dimanche. Bien sûr. Allez fraises, un peu de vélo stationnaire et hop, on est bon. On repart. Regarde, on a fini tôt ce soir, 23h34. Facile. Mais... Eh oui, hein? Ouais. Soirée. Regardez, c'est la première soirée. Regardez, c'est l'évolution. Exact. Vous faites les photos. Tu sais, on va faire un timeline, comme on dit, quoi. Ça fait que commencer. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Dimanche, bye bye.